ça m'importait beaucoup qu'on fasse un atelier d'écriture ensemble, parce que je trouve que l'écriture, c'est une manière d'incarner un peu les sujets, ou en tout cas d'essayer d'incarner un peu, de s'incarner des thématiques dont on parle. Donc, j'ai nommé cet atelier « Défier le handicap sans inspiration porn, et si c'était moi ?» Alors, donc déjà l'inspiration porn, c'est un concept militant qui a été théorisé par Stella Young. C'est une comédienne, journaliste et militante anti-australienne, et plutôt que d'essayer de définir ce que c'est, je vous propose qu'on regarde son TEDx Talk dans lequel elle l'explique parfaitement bien, en fait, mieux que moi. Donc, I grew up in a very small country town in Victoria. I had a very normal, low-key kind of upbringing. I went to school, I hung out with my friends, I fought with my younger sisters. It was all very normal. And when I was 15, a member of my local community approached my parents and wanted to nominate me for a Community Achievement Award. And my parents said, that's really nice, but there's kind of one glaring problem with that. She hasn't actually achieved anything. Yeah. And they were right, I went to school, I got good marks, I had a very low-key after-school job in my mum's hairdressing salon, and I spent a lot of time watching Buffy the Vampire Slayer and Dawson's Creek. Yeah, I know, what a contradiction. But they were right, I wasn't doing anything that was out of the ordinary at all. I wasn't doing anything that could be considered an achievement if you took disability out of the equation. Years later, I was on my second teaching round in a Melbourne high school, and I was about 20 minutes into a Year 11 legal studies class when this boy put up his hand and said, "Hey miss, when are you going to start doing your speech?" And I said, "What speech?" I'd been talking to them about defamation law for a good 20 minutes. And he said, like your motivational speaking. When people in wheelchairs come to school, they usually say, like, inspirational stuff. Yeah. It's usually in the big hall. And that's when it dawned on me. This kid had only ever experienced disabled people as objects of inspiration. We are not, to this kid, and it's not his fault. I mean, that's true for many of us. For lots of us, disabled people are not our teachers or our doctors or our manicurists. We're not real people. We are there to inspire. And in fact, I'm sitting on this stage looking like I do in this wheelchair, and you are probably kind of expecting me to inspire you, right? Yeah. Well, ladies and gentlemen, I'm afraid I'm going to disappoint you dramatically. I'm not here to inspire you. I'm here to tell you that we have been lied to about disability. Yeah, we've been sold the lie that disability is a bad thing. Capital B, capital T. It's a bad thing. And to live with disability makes you exceptional. It's not a bad thing, and it doesn't make you exceptional. And in the past few years, we've been able to propagate this lie even further via social media. You may have seen images like this one. The only disability in life is a bad attitude. Or this one. Your excuse is invalid, indeed. Or this one. Before you quit, try. Yeah. These are just a couple of examples, but there are a lot of these images out there. You might have seen the one, the little girl with no hands drawing a picture with a pencil held in her mouth. You might have seen a child running on carbon fibre prosthetic legs. And these images, there are lots of them out there. They are what we call inspiration porn. And I use the term porn deliberately because they objectify one group of people
for the benefit of another group of people. So in this case, we're objectifying disabled people for the benefit of non-disabled people. The purpose of these images is to inspire you, to motivate you, so that we can look at them and think, well, however bad my life is, it could be worse. I could be that person. But what if you are that person? I've lost count of the number of times that I've been approached by strangers wanting to tell me that they think I'm brave or inspirational. And this was long before my work had any kind of public profile. They were just kind of congratulating me for managing to get up in the morning and remember my own name. And it is objectifying. These images objectify disabled people for the benefit of non-disabled people. You know, they are there so that you can look at them and think that things aren't so bad for you, to put your worries into perspective. And life as a disabled person is actually somewhat difficult. We do overcome some things. But the things that we're overcoming are not the things that you think they are. They are not things to do with our bodies. I use the term disabled people quite deliberately because I subscribe to what's called the social model of disability, which tells us that we are more disabled by our bodies, the society that we live in rather, than by our bodies and our diagnoses. So I've lived in this body a long time. I'm quite fond of it. It does the things that I need it to do, and I've learnt to use it to the best of its capacity, just as you have. And that's the thing about those kids in those pictures as well. They're not doing anything out of the ordinary. They are just using their bodies to the best of their capacity. So is it really fair to objectify them in the way that we do, to share those images? People, when they say, you know, you're an inspiration, they mean it as a compliment. They mean it as a compliment. And I know why it happens. It's because of the lie. It's because we've been sold this lie that disability makes you exceptional. And it honestly doesn't. And I know what you're thinking. You know, I'm up here bagging out inspiration, and you're thinking, geez, Stella, aren't you inspired sometimes by some things? And the thing is, I am. I learn from other disabled people all the time. I'm learning not that I am luckier than them, though. I am learning that it's a genius idea to use a pair of barbecue tongs to pick up things that you drop. I'm learning that nifty trick where you can charge your mobile phone battery from your chair battery. Genius. We are learning from each other strength and endurance, not against our bodies and our diagnoses, but against a world that exceptionalises and objectifies us. I really think that this lie that we've been sold about disability is the greatest injustice. It makes life hard for us. And that quote, "the only disability in life is a bad attitude," the reason that that's bullshit is because it's just not true. Because of the social model of disability, you know, no amount of smiling at a flight of stairs has ever made it turn into a ramp. Never. You know, smiling at a television screen isn't going to make closed captions appear for people who are deaf. You know, no amount of standing in the middle of a bookshop and radiating a positive attitude is going to turn all those books into Braille. It's just not going to happen. It's just not going to happen. I really want to live in a world where disability is not the exception but the norm. I want to live in a world where a 15-year-old girl sitting in her bedroom watching Buffy the Vampire Slayer isn't referred to as achieving anything because she's doing it sitting down. I want to live in a world where we don't have such low expectations of disabled people that we are congratulated for getting out of bed and remembering our own names in the morning. I want to live in a world where we value genuine achievement for disabled people. And I want to live in a world where a kid in year 11 in a Melbourne high school is not one bit surprised that his new teacher is a wheelchair user. Disability doesn't make you exceptional.
but questioning what you think you know about it does. Thank you. Alors, elle a dit beaucoup de choses, mais est-ce que, je sais pas, vous voulez rebondir? Et je vais répéter ce que j'ai dit ce matin, mais n'ayez pas peur de vous tromper. Parce que quand on parle de validisme, de capacitisme et de handicap, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce recul très bienveillant d'avoir peur de se tromper et tout, mais je pense que là c'est l'espace... Enfin, j'aimerais en tout cas que ce soit un espace où on se donne le droit de se tromper, de pas forcément dire des choses justes. Enfin, n'ayez pas peur, on est là pour discuter. Moi, c'est pas parce que j'ai travaillé 1 an sur ça que je suis 100% déconstruit. Genre, pas du tout, juste je réfléchis et voilà. Et aussi, ce séminaire, il a du sens s'il y a des échanges, donc n'hésitez pas. Je sais pas, même à dire, est-ce que cette vidéo, elle vous a apporté des choses? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que... Je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser... d'être dans l'inspiration porn? Enfin, moi, je sais que avant que je lise plein de choses comme ça, avant que je découvre ce concept, je suis sûre que oui. Je pense pas à un exemple concret dont je me rappelle, mais... Je suis sûre que je me suis déjà extasiée sur les réseaux en voyant justement l'image qu'elle donne de quelqu'un qui peint avec, je sais plus, c'est quoi l'exemple qu'elle donne? Ouais, quelqu'un qui peint avec sa bouche ou avec ses pieds ou avec je ne sais quoi, et en me disant ah ouais, mais alors que ouais, enfin pourquoi on pense ça? C'est, enfin voilà. Non, moi je trouve qu'elle est très juste parce qu'elle arrive à prendre des exemples très simples ou d'images que tout le monde a vues en fait, pour totalement inverser la balance de la manière dont on aurait pu les voir. Après, je pense aussi que ce truc justement de inspiration porn, chacun l'a vécu quand même d'une manière différente en fonction de ce qu'on a eu dans nos familles, les sports qu'on a fait, si dedans il y avait justement, dans les sports auxquels on a participé, il y avait des personnes qui étaient handicapées et comment est-ce que même ces personnes-là étaient accompagnées, comment nous on a dû aussi se comporter par rapport à ces personnes-là. Et je pense que oui, effectivement, comme elle le dit, les réseaux sociaux n'aident pas et que justement, je pense que ce qui est avec cette vidéo, la chose dans laquelle je me rends compte, c'est que là où vraiment je pense qu'on atteint un summum de pire, c'est pas exactement le bon mot je pense, mais c'est quand elle dit qu'on baisse nos expectations, nos attentes en fait, parce que justement la personne est handicapée, alors qu'en fait peut-être que cette personne elle va avoir une intelligence qui va être différente pour réussir à faire ce qu'elle a envie de faire. Et je pense que ça on l'a déjà tous, en tant que personne peut-être valide, comme tu utilises ce mot-là, qu'on a aussi tous des capacités et des envies et des qualités et des choses qu'on arrive ou pas à faire, et que pour réussir à faire des choses qu'on ne sait pas ou qu'on n'arrive pas, on va essayer de trouver des moyens détournés, et je pense que c'est juste une autre manière encore de le faire parce que physiquement ils sont différents, mais comme on l'est tous, et typiquement quand on porte des lunettes, c'est un autre accessoire qu'on est obligé d'utiliser pour voir. Donc je trouve que là-dedans elle est très... pour moi elle est très juste dans la manière dont elle arrive à poser le problème, à l'expliquer et à faire en sorte d'impacter en fait, même par le rire, de réussir à détendre alors qu'elle aurait pu être totalement dans quelque chose très factuel, sans essayer d'impliquer justement les gens là-dedans. Et je trouve que du coup sa présentation sur TikTok est super bien fait quoi. C'est vrai que le rire, j'en ai pas parlé, mais c'est un point commun que je retrouve chez beaucoup de personnes handies, toute cette utilisation du sarcasme, de l'autodérision. Donc, ouais, et il y a une double utilisation du rire. C'est soit l'autodérision en mode elles vont elles-mêmes se moquer de ce que les valides projettent sur elles, ou être dans le sarcasme et justement se moquer des valides. Il y a toujours ce truc-là. Ouais, mais je pense que c'est une super bonne dynamique en fait. Et je trouve qu'on le retrouve sur plein de sujets, peut-être autres que celui-là, mais le rire,
dans beaucoup de présentations, de conférences, où je trouve que justement ça aide à sensibiliser, mais aussi à faire descendre d'un piédestal, le sujet de son piédestal en fait, sur lequel on va le poser, et faire en sorte que tout le monde se rende compte qu'on est tous touchés par ça, parce que quelqu'un qui est valide va se dire moi je suis pas du tout touché par le handicap, alors qu'en fait dans tout ce qu'on voit, dans les choses qu'on lit, finalement et comme elle le dit, l'objectification des personnes handicapées, on est touché par ça parce qu'on le voit, on l'intègre, et l'exemple de l'enfant, de l'élève qui vient la voir en lui demandant quand est-ce qu'elle fait son discours, c'est typique. Et je pense que ça se retrouve sur plein de sujets, et du coup je comprends que l'utilisation du rire soit extrêmement présent en fait, pour que tout le monde se détende aussi sur le sujet, et justement comme tu le dis, que là on se sente libre de faire des erreurs, pareil qu'en fait là dans la salle ils se sentent libres d'avoir pensé en fait peut-être à tort ou à bien, certaines choses, et de par le rire de déconstruire en fait ça. Moi j'ai trouvé ça grave intéressant, et ça m'a fait penser à d'autres formes un peu de... Et moi j'ai fait de l'animation avec des enfants handi, et là ça m'a fait vachement penser à la formation qu'on a fait, donc c'était un BAFA spécialité enfants en situation de handicap, et on nous demandait vachement de trouver, on nous donnait un exemple d'un enfant avec telle déficience, et on demandait de trouver des activités, et en fait tout le monde cherchait des activités qui jouent à améliorer la déficience de l'enfant plutôt que de un peu la gommer par rapport aux autres. Et dans un truc du coup ils avaient l'impression, c'était tout le discours du coup je suis super pour l'enfant parce que j'essaye de l'améliorer, et je trouve que ça rejoint un peu ce truc, du coup ça fait de toi une personne super de travailler sur la déficience d'un enfant et tout, et je trouve que ça rejoint vachement, c'est pas du tout le truc des réseaux sociaux, mais c'est un peu la même idée quoi dans le fond, et je pense que ça aurait été trop intéressant de leur montrer cette vidéo aussi pour mettre en perspective ça, parce que même en discutant avec eux ils comprenaient pas du tout pourquoi moi j'avais une position autre, vraiment ils pensaient que c'était bien ce qu'ils faisaient, c'était vraiment dans... Et du coup je trouve ça hyper intéressant. Mais désolée, j'essaie de pas te rendre une vie mais en fait ce que tu dis c'est un peu ça me fait penser à la charité. Et ça pareil, j'en ai pas parlé, je sais pas comment c'est possible que j'ai passé toute la journée jusqu'à maintenant sans parler de charité, mais c'est un des trucs, en tout cas en France, qui est hyper critiqué, vraiment hyper critiqué, parce que ça véhicule plein d'idées hyper validistes, déjà comme quoi les personnes handies devraient se suffire à la charité et pas à des droits, donc ça déjà, c'est, de base c'est hyper discriminant. Et si, il y a grave un lien avec ça, dans le sens où la charité, pourquoi c'est une pratique inégalitaire, parce que de fait ça va ériger des personnes en héros et des personnes en, je sais pas comment les appeler, en situation de dépendance par rapport aux personnes héros. Donc du coup dans ton cas ça serait les éducatrices qui essayent avec bienveillance, j'imagine, mais bon, je pense qu'on sait tous que la bienveillance ça fait pas toujours des bons trucs quoi. Mais si, du coup ça a grave des liens, ouais. Est-ce que tu as des exemples d'ateliers qu'elles voulaient faire, parce que quand tu dis améliorer leur déficience, c'était quoi exactement? Je sais plus, parce qu'il y avait plein de choses, j'ai pas... Si ça pouvait être par exemple sur... je pense qu'il y avait un exemple, c'était un enfant qui... Je pense dyslexique, je pense que c'était dans l'exemple. Et du coup c'était vraiment travailler sur écrire... c'était vraiment mettre en difficulté l'enfant pour rien, quoi. Arrête. Et vraiment, ouais, non, c'était un peu ça, tu vois. Et vraiment, la personne n'entendait pas. Et elle dit, oui, mais moi, je trouve ça intéressant de les mettre en difficulté pour qu'ils apprennent. Alors, déjà, on est dans de l'animation, on n'est pas. Et en fait, non, justement, c'est pire. Oui, c'est décourage l'enfant, surtout un dyslexique qui est déjà. Je pense que n'importe quel handicap, mais quand c'est dyslexique et que tu es incapable de différencier certaines lettres, ou que ton cerveau n'enregistre pas la manière dont les mots sont écrits, et c'est juste ton cerveau qui fonctionne de cette manière. Mettre l'enfant en difficulté, c'est le décourager de lire, et même d'avoir envie d'écrire. C'est-à-dire que vraiment,
lui mettre le nez dans quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qui arrive tout de suite ou qui va réussir à dépasser. Puis je trouve que ça dépend vachement des méthodes, et si t'es là aussi pour animer quelque chose ou faire en sorte que l'enfant se détende, le mettre dans une situation de difficulté comme ça et que lui faire intégrer qu'en fait il n'y arrive pas, ça lui donnera même encore moins envie de se dire même si j'écris pas comme tout le monde écrit, je peux écrire quand même, c'est pas un problème quoi. Moi je vois ça comme un enfer. Et il y avait un peu aussi le penchant contraire qui est de faire vivre aux autres enfants l'expérience du handicap. Et du coup, il y avait plein de gens qui proposaient genre des ateliers pour s'il y avait un enfant aveugle dans le groupe, de bander les yeux de tout le monde. Enfin, c'est un peu les deux penchants du même problème, quoi. Bah oui, il y avait des gens qui étaient venus faire spécialité. Ouais, spécialité handicap, ouais. Ouais, c'était d'autant plus. Mais par contre, les formateurs étaient assez cool. Enfin, ils ont grave repris là-dessus et tout. Et ouais, c'était très particulier. Est-ce que vous connaissez la série Scam France? Non. La saison 4. Il y a plusieurs saisons. Pour chaque saison, il y a sur un personnage de la série. Et la saison 4, alors évidemment, je ne vais plus me souvenir du nom du personnage, mais en fait. Je spoil un tout petit peu. Au début de cette saison, en fait, il apprend qu'il est sourd. C'est bon, ça. Et en fait, justement, en parlant des trucs d'école, etc., ça me fait penser dans le deuxième ou troisième épisode peut-être de cette saison. Il y a deux autres enfants deux autres élèves qui sont handicapés dans le lycée. Et en fait, le lycée leur demande de faire une brochure sur le handicap. Ah oui. À trois personnes qui ont des handicaps qui n'ont strictement rien à voir. Ouais, et qui ne connaissent pas du tout et qui sont là genre. Ouais, et puis finalement de devoir faire un truc en mode les rampes d'accès, des trucs à la con, et en fait tout ce qu'ils se rendent compte c'est qu'eux ils veulent pécho, ils veulent faire la fête comme les autres, et du coup ils sont en train de dire en fait cette brochure elle sert à rien, qu'est-ce qu'on fait là ouais. Et je trouvais ça ultra intéressant, presque Scam, je trouve qu'ils avaient toujours plus ou moins bien réussi à cerner leur sujet et à les rendre. Mais pour situer, Scam, c'est une série à destination des ados, vraiment. C'est vraiment un petit musique. Et à la base, c'est une série norvégienne ou. Oui, norvégienne, je crois. Et qui a été adaptée dans plein de pays. Il y a Scam France, mais il y a plein d'autres. Ouais, il y a aussi Scam Italie, Scam Espagne. Voilà, du coup, il y avait une saison justement sur. Cet élève-là qui était devenu sourd et comment est-ce qu'il gérait ça dans sa vie. Globalement, c'est à chaque fois un sujet. Et tout ce que vous avez dit, ça m'évoque deux choses. Donc déjà, pour revenir sur les personnes valides, désolée, ça me fait beaucoup rire, mais qui veulent faire expérimenter des expériences handi. Moi j'ai un souvenir bien concret de quand j'étais au collège et que on a eu une séance spéciale en mode on va faire du handi basket, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais bref, en gros on va vous mettre dans des fauteuils roulants et vous allez voir ce que ça fait. Ce que j'en pense maintenant, c'est que ça a tout à fait un lien avec ça en fait. J'ai l'impression que ça a vraiment pour objectif de nous rassurer, parce qu'une fois qu'on se lève du fauteuil, on est en mode oh dis donc, c'est vrai que c'est horrible, hein. Heureusement que c'est pas moi quoi. C'est hyper violent de faire ça. Et pareil pour l'expérience du bandeau. Bon, déjà c'est débile, pourquoi? Parce que quand on est malvoyant et ou aveugle, déjà il y a plein de manières de percevoir le monde. Il y a des personnes qui voient les formes, il y a des personnes qui voient la lumière, il y a des personnes qui voient, des couleurs, même sans percevoir bien distinctement. Ça n'a aucun sens de faire ça. On n'est pas en train de jouer à Kulamaya, c'est ça le nom du jeu. Bon, bref, moi ça me questionne sur l'utilité de ça. Et aussi, quelqu'une, je sais plus, a dit que. C'est qui a dit qu'il y a deux personnes handi et c'est toi qui ont dû faire une brochure sur le handicap? Ouais, trois personnes handi. Trois handicaps différents, du coup, il y a celui qui est sourd, il y en a un qui est en fauteuil roulant et l'autre, je crois qu'elle est aveugle. Ouais, c'est ce qui me souvient. Malvoyante. Et en fait,
le lycée leur dit ouais, faut vous passer une brochure de sensibilisation au handicap et tout. En fait, ils se retrouvent tous les trois et soit comme je dis. Mais après, il y a aussi la problématique que celui qui du coup est sourd a découvert. Enfin, je sais plus s'il devient subitement sourd. Oui, devient sourd. Je crois que c'est ça. Et du coup, ça fait genre 3 mois qu'il est sourd et il est un peu en mode. Enfin, c'est pas un sujet qu'il connaît, c'est juste qu'il s'est retrouvé dans ça soudainement. Ok. Il est devenu sourd, mais enfin, j'ai l'impression que dans cet épisode, de ce que je me rappelle d'il y a longtemps, il y avait un peu cette idée de, aussi que lui, il est là sur pas spécialité handicap, il est juste sourd depuis 3 mois. Ouais. Ben déjà, pour étaler mon avis perso, je serais plus pour qu'on parle de sensibilisation au validisme et au capacitisme plus que de sensibilisation au handicap. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça n'a pas trop de sens. Enfin, en tout cas, si ça pourrait en avoir, on n'est pas dans un contexte capacitiste, quoi. Enfin, de toujours percevoir que, je sais pas, mais c'est ce qu'elle dit un peu, Stella Young, c'est en fait le problème dans la vie des personnes handies, c'est pas leur handicap, c'est tout ce qu'il y a autour, et je trouve que ça a du sens. Mais voilà, pour rebondir sur ce truc-là qui a pas tellement de sens, mais je trouve qu'on peut en faire. C'est encore une anecdote sur No Hunger, parce que j'ai vraiment poncé son blog. Mais du coup, elle raconte que à une période de sa vie, elle était triste, c'est euphémisant, mais elle allait pas bien, quoi. Et à chaque fois, les personnes autour d'elle lui disaient « Ah, mais c'est à cause de ton handicap, pleure pas. » Enfin, voilà, tout de suite faire le lien de si la personne est triste, c'est à cause de son handicap. Et ce qui est marrant, c'est que dans l'article où elle raconte ça, c'est qu'en fait, elle dit que non, elle est juste en train de vivre sa première rupture lesbienne et que c'est horrible. C'est pas du tout à cause de son handicap qu'elle pleure et qu'elle est triste et que voilà. Mais du coup, ça m'a fait penser à ce que tu as dit, comme quoi, quand tu es handi ou quand tu te revendiques handi ou quand tu es visiblement handi, les personnes autour relient tout ce qui t'arrive à ça. Alors que non, il y a d'autres réalités en fait. Enfin, il y a d'autres trucs qui se croisent et tout. Voilà, c'est juste pour l'anecdote que je trouve marrant. Enfin, quand j'avais lu cet article, moi j'avais beaucoup rigolé. Du coup, pour parler de ma propre expérience, toujours par rapport à l'écriture de mémoire, on fait de l'atelier d'écriture. Du coup, je me suis énormément questionnée sur ma légitimité à écrire ce mémoire, même si je sentais quand même que, je sais pas, il y avait des liens à faire en fait. Dans le sens où, même si, je sais pas trop comment parler de ça, j'ai pas réfléchi, mais je vais dire comme ça sort et je me corrige si jamais c'est pas ouf. Mais a priori, je suis une personne valide, j'ai toujours performé des trucs valides. Je me suis jamais sentie exclue de tel ou tel espace, en tout cas, je veux dire matériellement. Enfin, j'ai jamais eu à, par exemple, courir dans un bâtiment pour chercher un ascenseur ou ce genre de truc. Mais ça me satisfaisait pas en fait comme définition. Je sais pas comment dire. Il manquait un truc. Enfin, c'est pas pour autant que je me sentais valide. Et il y a à plein de niveaux en fait. Déjà rien que psychiquement, non. Mais vu que j'ai refusé énormément de diagnostics, voilà, il y avait toujours ce truc de ah mais je me sens pas hyper valide, mais d'un côté genre les diagnostics ça me dit pas trop. Donc en fait je suis dans un espèce d'entre-soi, d'entre-deux où je sais pas où être. Mais voilà, donc ça a été un peu ça au début de mon mémoire. Et ce qui est assez ouf, c'est que du coup quand je l'ai écrit, c'est la première fois où j'étais obligée de me confronter à ces questions-là des handicaps à la première personne. Je sais pas comment dire. C'est la première fois où je me suis dit, faudrait peut-être penser à ces thématiques-là, mais au jeu quoi. Et me confronter et me dire, mais en fait, est-ce que je suis si valide que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses alors que je sais bien que non. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, ah mais en fait, oui, donc j'ai des douleurs chroniques tous les mois, de l'endométriose, des TCA, des troubles de l'attention. Ah, mais je suis pas si valide que ça en fait. Vous voyez ? Et c'est ouf quand même qu'il ait fallu que j'écrive ça pour m'en rendre compte. Enfin, c'est... Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'avais en tête en vous proposant l'atelier d'écriture.
c'est de vous laisser la possibilité de questionner vos limites, vos potentiels déficiences, enfin tout ce qu'on rangerait un peu dans la case handicap, mais en les nommant comme vous avez envie de les nommer, sans forcément nommer handicap. Enfin, l'objectif, c'est pas de ressortir de cette salle en disant on est tous en vie et tout, main dans la main. C'est pas ça, c'est juste... En tout cas, essayer de déconstruire la validité qu'on s'est forgée. Voilà. Et d'essayer de se confronter à cette idée de c'est pas parce que je renvoie quelque chose de valide qu'au fond je le suis. La validité du corps, la validité de la tête, enfin du mental, c'est notre cerveau. Ou bien de notre esprit, aucune idée sur le mot à définir. Oui, parce que dans notre crâne, et je parle de l'os, il s'en passe des choses. On peut avoir une maladie, et je mets des guillemets, mentale. Parce que pour moi, ce ne sont pas des maladies, ce sont des choses qui arrivent, qui se développent en fonction des choses qu'il se passe dans nos vies. Alors évidemment, il y a les choses avec lesquelles on est né. Par exemple, la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyscalculie, les troubles de l'attention, l'hyperactivité, HPI. Bref, des choses qui ne se voient pas tout de suite, des choses que l'on est même amené à pallier, à cacher. Et devinez qui coche toutes ces putains de cases à la con, c'est Bibi. Alors, ça me fait penser à une petite histoire de lycée. Toute ma vie, je ne l'ai jamais dit, jamais montré, et surtout, je ne l'ai jamais utilisé comme excuse lorsque les professeurs me font des remarques sur ma syntaxe, mon orthographe, une erreur de calcul que l'on pourrait qualifier de débile. Par exemple, inverser 2 décimales d'un résultat juste. Sauf qu'un jour, j'ai bien dû expliquer à ma prof d'espagnol de seconde pourquoi les O se transformaient en A, mon incapacité à lire à voix haute certains mots simples, et que je n'étais pas capable d'aligner 2 pluriels de suite. Enfin bref, en prenant ça en considération, elle a trouvé d'autres méthodes de notation, et surtout une manière plus pédagogique de me faire comprendre le fonctionnement de cette langue. Plus tard, lors du conseil de classe de première, mes autres professeurs s'interrogent sur ces problèmes qu'ils retrouvent de manière récurrente dans mes copies. Par exemple, en SES, j'ai écrit le mot commerce 5 manières différentes et pas une seule fois juste. De là, elle annonce à tout le monde, mais vous saviez pas qu'elle était 10 ? Le lendemain, ma responsable de niveau vient me chercher au milieu du cours de français pour me faire venir dans son bureau. Et là, elle me demande pourquoi est-ce que je n'ai rien dit. Parce que pour le bac de français, il est trop tard pour que je demande les tiers-tons. Les tiers quoi ? Toute ma vie, j'avais fait 100. J'avais des bonnes notes, et les points qui me manquaient étaient généralement liés à ça, mais je n'en avais jamais fait état. Alors pour le bac de terminale, je me suis lancée dans toute la procédure pour avoir les tiers-temps. Alors oui, c'était reposant pour les épreuves, mais la seule chose, c'est que je ne voulais pas que les 10 soient une excuse pour quoi que ce soit. Je voulais y arriver par moi-même, ne pas être vue comme différente aux yeux des professeurs. Les élèves, c'est une autre histoire. Après ça, je n'ai jamais refait les démarches pour les tiers-temps, ou ce genre de choses. Peut-être que ma phobie de la paperasse y est pour quelque chose, mais si j'ai réussi à arriver jusqu'ici sans, ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'y arriver aujourd'hui. Alors avec un petit effort familial, les dossiers relus, Antidote a été acheté, et puis la vie continue. La proie de soi-même, l'antagoniste de son propre corps qu'on ne comprend plus, qu'on n'a pas compris, qui hurle silencieusement des horreurs qu'on ne veut pas entendre, de peur qu'elles ne s'inscrivent dans le récit de soi-même. Évitement. Éviter toutes les situations qui confrontent l'incapacité physique à performer facilement, ce qui paraît naturellement plaisant. S'interdire l'intimité. L'impossibilité de faire le lien entre les mots et le vécu. Le refus de sa non-capacité, qu'elle soit temporaire ou la peur qu'elle soit définitive. La peur de ne pas savoir performer encore de manière naturelle et plaisante, ce qui est considéré comme facile, accessible, évident, plaisant. C'est vouloir se réparer pour rentrer dans la norme, mais aussi que certaines possibilités deviennent enfin des options. Ce sont des facteurs internes à soi sur lesquels on n'a pas ou peu prise, qui empêchent de réaliser ce qu'on souhaite pour soi-même. J'ai 6, 7, 8, 9, 10 ans. Quand j'ouvre la bouche, les mots sortent déformés. Ma langue est pataude, mes lèvres maladroites. Quand je parle, on ne me comprend pas, on me demande de faire des efforts, d'articuler. Si on ne me comprend pas, c'est parce que je ne fais pas d'efforts. S'ensuivent alors des heures et des heures de Kiki la cocotte et des chaussettes de l'archiduchesse. Du fitness de la bouche à n'en plus pouvoir, et malgré ma mémoire infaillible qui apprend par cœur tous les textes aux prononciations alambiquées, les mots sortent pâteaux et déformés.
On demande souvent à ma mère si je suis trisomique, si j'ai une déficience mentale, on me regarde de travers. Au fur et à mesure des années, je dompte ma langue et mon palais. J'apprends à dire distinctement, mais à la moindre émotion forte, les mots se déforment à nouveau, alors il faut encore travailler, encore apprendre, ne pas se laisser déborder. Kiki la cocotte et l'archiduchesse sont de retour. C'est finalement le théâtre d'improvisation qui aura raison de ma bouche pataude, qui laissera place à la juste diction. Après des années d'exercice, me voilà rentrée dans le moule. Ma diction ne fait plus tâche, je parle enfin normalement. Bien qu'encore aujourd'hui, quelques-unes de mes manières de parler trahissent encore l'effort que ça m'a demandé pour parler distinctement et surtout normalement. My parents said, the doctors said that it was important that it was done before starting school. Not that I wanted to, not that I was strongly opposed either. I remember clearly the feeling of anesthesia, and the following weeks in the morning, the difficulty of opening my eyes. My eyes now straightened. A German doctor with whom I had spoken beforehand, Andreas, who had navigated the small scissors, had told me how, that while I was anesthetized, he would enter those scissors into the gap between my eyes and my skull, to cut the strings slightly so that my eyes would become straight. Everything went to plan. I stayed home from kindergarten a couple of weeks after each operation, 2 in total, and the child who beforehand had asked me weekly why my eyes were weird, stopped doing that. Not that I had minded it too much, or that people always tell me how cute I look in those childhood photographies, before adding that it's good it's not like that anymore.